De tous les leviers d'investissement dont on parle sur ce podcast, il y en a un, tu l'as senti, qui est particulièrement pertinent pour la construction de ton patrimoine, c'est l'investissement immobilier locatif. Et bien qu'il soit puissant, c'est aussi un type d'investissement qui demande du temps, on va pas se mentir, et qui peut faire peur tant il semble y avoir de paramètres à maîtriser. Alors si tu manques de temps ou que tu souhaites être accompagné, je te conseille les services de revenuslocatif.com, une société d'investissement locatif clé en main spécialisée dans la région Île-de-France. Les équipes s'occupent de ton projet d'investissement de A à Z, de son analyse à la recherche de biens rentables en passant par la réalisation des travaux de rénovation, le montage des meubles, le tout avec un devis forfaitaire précis, sans surprise, et des suivis réguliers à chaque étape du projet. Je viens d'ailleurs de finaliser la mise en location d'un ensemble de 3 logements réalisés par Revenu Locatif et j'ai été très satisfait de la collaboration, en particulier de la capacité d'anticipation à la résolution des problèmes quand il y en a eu. J'ai aussi reçu des feedbacks très positifs d'auditeurs qui ont investi via la structure. Alors si ça t'intéresse, je t'invite à te rendre sur le site revenu avec un s-du-milieu locatif avec un s.com/action et à remplir le formulaire en n'oubliant pas, bien sûr, de mentionner que tu viens de ma part. Tu seras bien reçu. Je fais délivrer par huissier et j'annonce à la personne qu'on va lui faire un procès pour forcer la vente. En général, ça calme un peu. L'un des arguments de l'assureur pour ne pas garantir, c'était de dire c'est pas accidentel, il y a tout un tas de trucs, puis il y a la machine à laver de machin qui vibre. Mais à quelle heure? Il est écrit dans le contrat, je garantis le risque effondrement, sauf la machine à laver de machin qui vibre. Vous faites une offre, mais je le dis parce que il y a de la jurisprudence là-dessus, vous faites une offre de vente sur Le Bon Coin, vous mettez 1 000 € au lieu de 100 000 par erreur, si c'est accepté, ça vaut vente. Bienvenue sur Les Investisseurs 4.0, le podcast qui explore les stratégies et les méthodes pour développer son patrimoine immobilier quand on a 40 ans, un job à plein temps et une vie de famille trépidante. Si tu investis dans l'immobilier de manière un peu active, tu vas vite te trouver au contact de beaucoup de métiers tout au long du parcours. Agent immobilier, courtier, banquier, assureur, artisan et tous les corps de métier du bâtiment, géomètre, diagnostiqueur, avocat, etc. Des catégories de partenaires qu'on reçoit d'ailleurs régulièrement ici pour comprendre leur métier et comment mieux interagir avec eux en tant qu'investisseurs. C'est d'ailleurs le cas de l'épisode d'aujourd'hui. Les courants d'affaires avec ces prestataires sont autant de sources possibles de situations de litige ou de contentieux qu'il est bon de prévoir. Alors comment gérer ces situations litigieuses quand elles arrivent et quelles procédures mettre en place pour s'assurer un dénouement positif ? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui avec Sylvie Marcilly, notre invitée du jour. Sylvie est avocate au barreau de Bordeaux et spécialisée en droit de la construction, droit des assurances et vente immobilière. Autant de points de contact extrêmement pertinents avec l'investissement immobilier. Au cours de la conversation, on verra quelles techniques utilisent les sociétés d'assurance pour indemniser le moins possible, quels sont les risques encourus par les professionnels de l'immobilier, notamment les marchands de biens, activité qui suscite un vrai regain d'intérêt en ce moment. Sur quels critères peut-on annuler une vente immobilière ou au contraire forcer une vente après une tentative de rétractation ? En quoi les annonces de vente immobilière sur Le Bon Coin avec des erreurs sur le prix de vente peuvent cacher de grosses opportunités ? Comment réagir face à des abandons de chantier ? Quelle procédure à l'amiable ? Sylvie d'ailleurs te propose de tenter plutôt que des recours juridiques interminables et coûteux. Enfin, de quelles pratiques venant de certains formateurs en immobilier faut-il se méfier, avec un exemple malheureux qu'elle donne à la fin de l'épisode ? Tu en apprendras donc beaucoup sur les situations litigieuses qui peuvent naître au début de tes projets immobiliers et comment les traiter. Pour les litiges liés à l'exploitation d'un bien en location, je te recommande d'ailleurs l'épisode 97 avec Claire Michel sur la gestion des risques d'impayés de loyer qui, à mon sens, est très complémentaire de l'épisode d'aujourd'hui. Et avant de commencer, je voulais remercier les personnes qui ont soutenu le podcast cette semaine au travers de commentaires 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify ou de messages sur les réseaux. Merci à Nico Réagi pour son commentaire 5 étoiles très inspiré sur Apple Podcast qui m'a donné la pêche cette semaine. Nico qui me dit de ne rien lâcher. Eh bien, je ne vais rien lâcher donc, voilà. Un bonjour aussi à Bérénice, merci pour les suggestions d'invités. Et Clément, la réponse à ta question fiscalité arrive dans quelques semaines, encore un peu de patience. Allez, sur ce, on attaque notre conversation sur les litiges dans l'IMO avec Sylvie. C'est parti. Salut Sylvie, bienvenue chez Les Investisseurs 4.0. Bonjour Paco, merci pour l'invitation. Merci à toi. Ça me fait plaisir de pouvoir parler d'un sujet aujourd'hui qui
C'est assez technique, je pense, mais peut-être pas d'ailleurs, peut-être que je me trompe. En tout cas, un sujet intéressant et assez différent de ce qu'on a vu jusqu'à présent. Avant de lancer, est-ce que tu pourrais te présenter pour les gens qui te connaissent pas encore en fait? Alors, je m'appelle Sylvie Marcy, je suis avocate au barreau de Bordeaux depuis 2 ans, avocate avant au barreau de Paris. Donc, ça fait 17 ans que j'exerce ce beau métier. J'ai fait une formation plutôt généraliste en droit des contrats, donc droit privé, et puis les expériences en cabinet d'avocat, parce que l'expérience est indispensable pour faire bien ce métier. Choix très très périlleux de s'installer quand on n'a pas travaillé à côté de confrères. L'expérience m'a dirigée vers le droit de la construction, les risques professionnels, le droit des assurances. Et puis dernièrement, quand je me suis installée, le contentieux de la vente immobilière. Donc beaucoup pour des investisseurs et des marchands de biens. Et donc sur ton parcours, ton expérience, tu as fait essentiellement du droit, vraiment du coup, la construction. Enfin, quand tu disais droit de construction, risque professionnel, droit des assurances, est-ce que tu as commencé dans ta carrière tout de suite par ces trois domaines d'un coup, ou est-ce que tu as commencé par un et puis après l'autre? Comment ça s'est organisé jusqu'à aujourd'hui? J'ai dans ma formation universitaire, j'ai vraiment fait du droit privé général, donc droit carrière judiciaire, droit des contrats. Et après, c'est vraiment dans les cabinets que j'ai commencé tout de suite. En fait, j'ai fait un stage que j'avais adoré chez un bon avocat qui faisait du droit des assurances. Alors ça peut paraître totalement chiant comme ça, le droit des assurances. En fait, ça traite de tout le contentieux de la responsabilité. Et moi, j'avais adoré ça dans mes études. C'est en deuxième année de droit qu'on voit ça. Donc, tu vois, je suis revenue à ma niveau de deuxième année, mais en le poussant plus loin. Et donc, ça recoupe tous les accidents de la vie, toutes les responsabilités professionnelles et tous les risques des professionnels. Et petit à petit, je me suis vraiment spécialisée dans le risque de la construction. Donc, j'ai défendu pendant là vraiment 15 ans et je continue tous les professionnels de la construction. Donc, ça peut être le promoteur, le maître d'ouvrage qui vend ensuite le bien rénové, ou tous les acteurs de la construction. Mais alors vraiment, je pense que il y a que les architectes que j'ai pas beaucoup défendu, parce que les architectes sont assurés obligatoirement par leur ordre auprès de la MAF, et donc ils ont une batterie d'avocats qu'ils payent très mal pour information. Donc on court pas après, et malheureusement, parce que défendre un archi c'est hyper intéressant. Mais donc c'est peut-être le seul corps de métier que j'ai pas défendu, à part les architectes dissidents qui ont pris une police ailleurs. Voilà, et ça va du gros bureau d'études au tout petit sous-traitant qui a fait tomber une façade en démolissant une cloison, par exemple. D'accord. Et justement, au quotidien, enfin, tu défends qui contre qui? C'est pour replacer un petit peu les Pendant choses. très longtemps, j'ai défendu les constructeurs et leurs assureurs contre les autres constructeurs, parce que souvent c'est un jeu de renvoi de balles entre constructeurs quand il y a un désordre qui apparaît. Et maintenant que mais ça c'est quand je travaillais dans des gros cabinets parisiens. Et puis je suis partie de Paris, je me suis installée à Bordeaux, et là je me suis retrouvée un peu de l'autre côté où je défends beaucoup plus les maîtres d'ouvrage, donc ceux qui font les travaux, contre les constructeurs et leurs assureurs. Et finalement je m'y retrouve bien. C'est presque un jeu d'enfant, je vais dire, parce que en fait je connais toutes les ficelles. J'adore être enfin contre les assureurs, quel bonheur, parce que je connais par cœur toutes les failles des polices d'assurance. Voilà, et je me suis fait, je peux dire, une réputation assez rapide en droit des assurances côté assuré sur Bordeaux, où j'ai eu tout de suite un énorme dossier qui m'est tombé dessus, et depuis ça continue en droit des assurances, et je me réjouis. C'est un bonheur de défendre et d'aller faire condamner les assureurs, et ça se passe bien. Ouais, j'imagine. Alors, tu m'as donné un peu l'eau à la bouche par rapport aux failles en fait des systèmes que les assurances mettent en place dans leurs procédures légales. En fait, c'est quoi peut-être de donner un exemple ou deux de quelles sont les failles, enfin les techniques qui sont utilisées par les assureurs pour qui tu travaillais avant, et les failles du coup que tu arrives à identifier là-dedans, quoi. La première technique, ce qu'il faut savoir, c'est que l'assureur, contrairement à ce qu'on imagine et contrairement à ce qu'il nous vend, mais alors là, je vais avoir un discours ultra polémique et un peu anti-système. Bon, je rappelle, on ne fait rien sans les banques et les assurances, donc c'est pas la peine de leur cracher dessus. On a impérativement besoin d'eux dans notre société, mais dans le monde entier. Néanmoins,
il y a quand même tout un tas d'abus. C'est-à-dire que les assureurs, en réalité, après, il y a un service souscription qui est le service commerçant, puis il y a le service gestion de sinistre qui, lui, essaye de freiner au maximum les dépenses. Et c'est comme ça qu'ils sont à l'équilibre et qu'ils gagnent de l'argent. Un assureur, il veut un rapport sinistre sur prime en gros, il touche 100, il dépense 50. Sinon, il n'est pas à l'équilibre. Donc, évidemment, il va rechercher à indemniser le moins possible de gens et le moins possible en argent. Donc, il y a des positions de non-garantie qui sont souvent totalement abusives, mais vraiment. C'est-à-dire que, en fait, la garantie est due, mais même sur des choses évidentes. Et ce qui est malheureux, c'est qu'il faut aller les faire condamner. Voilà. Et je le vois, moi, au quotidien. Et au-delà de la position de non-garantie, après, c'est l'offre qui est proposée. Je sais qu'en matière de préjudice corpo, donc quand vous avez un accident de la route, par exemple, l'assureur vous offre systématiquement une indemnité qui est 30% inférieure à ce qu'il vous doit. Et ça marche très souvent. Puis vous prenez un avocat et immédiatement vous touchez 30% de plus. Et puis si vous allez au tribunal, vous avez peut-être la chance d'obtenir encore plus. Mais ça, c'est pas pour vendre le métier. Moi, je fais pas de préjudice corpo pour info. Mais c'est des réalités qu'on partage entre confrères. Dès qu'il y a un avocat en matière de sinistre avec des assureurs, ça paye beaucoup plus vite. Voilà. C'est malheureux, hein. Je déplore le système, mais c'est la réalité. Mais alors sur ces deux cas, justement, la non-garantie et puis l'indemnisation en dessous de ce qui était contractuellement donné, comment ça s'organise, enfin, comment ils le justifient, comment ils le mettent en place? Est-ce que la non-garantie, elle est écrite en tout petit, avec un astérix en bas du contrat qu'on n'a pas lu, nous, quand on a signé, c'est ça? Ouais. Il y a beaucoup ça, et puis après, c'est au culot. C'est vraiment des motifs. Là, j'avais un dossier pour un immeuble où les planchers allaient s'effondrer. L'un des arguments de l'assureur pour ne pas garantir, c'était de dire c'est pas accidentel, il y a tout un tas de trucs, puis il y a la machine à laver de machin qui vibre. Mais à quelle heure? Il est écrit dans le contrat, je garantis le risque effondrement, sauf la machine à laver de machin qui vibre. Et donc, il a fallu aller le faire condamner au tribunal. Et c'est ça, en fait, c'est parfois au culot. Et parfois, évidemment, il y a toutes ces petites clauses parce que l'assureur, en fait, rédige ses conditions générales et c'est là où on a le détail de l'objet de la garantie et des exclusions de garantie. Et là, on rentre dans le détail du sous-détail des risk managers qui ont analysé un risque et qui ont décidé de le garantir, mais à certaines conditions. Et ça, on peut pas leur en vouloir parce que c'est une analyse hyper fine de comment je peux garantir ce risque pour qu'il continue à être rentable pour moi, assureur. Sauf qu'au final, on arrive à des exclusions qui sont tellement énormes, des conditions d'ouverture de la garantie qui sont tellement alambiquées qu'ils garantissent jamais. Et donc ça, la jurisprudence, la Cour de cassation condamne à chaque fois, invalide les clauses en disant que si cette garantie elle est annoncée mais qu'au final elle est vidée de sa substance dans les conditions générales, ça vaut rien. Et donc les assureurs se trouvent condamnés sur ce fondement. Ouais, d'accord. Donc c'est pas, oui, comme tu dis, c'est de l'interprétation, c'est dans l'exécution de ce qui a été contractuellement prévu qu'il y a la faille finalement. C'est que. Ouais, on peut pas tellement anticiper. Moi, des fois, on me dit, Sylvie, tu peux regarder, nous dire si on est bien couvert. Oui, a priori, vous êtes bien couvert. Je peux vérifier les plafonds. Mais en réalité, c'est une police d'assurance, ça se vit. C'est-à-dire ce qui va se passer. Alors, il y a un cas facile, l'incendie, c'est facile, le dégât des eaux, c'est facile. Mais la fermeture, parce que le tramway passe trop près et donc la ville a décidé de passer. En fait, il y a des situations qui rentrent pas dans les cases. Et donc, c'est ça qui est plus compliqué. On peut pas tout anticiper, mais que ce soit les assureurs ou ceux qui sont assurés. D'accord, ouais, c'est intéressant. Tu dois t'amuser au quotidien avec tout ça, quoi. Ouais. Parce que moi, après, je suis tout le temps désolée d'avoir à saisir un tribunal. À chaque fois, je me dis non, l'assureur va reconnaître. J'ai lui expliqué dans un courrier pourquoi il doit assurer. Et au final, c'est le contentieux systématique. Parce que les gestionnaires sinistres, ils travaillent avec des avocats, ils s'en fichent, quoi. Ils mettent ça chez l'avocat, ça suit son cours. Et les types de litiges que tu vois le plus souvent entre là côté construction du coup, entre les promoteurs et enfin les constructeurs et les promoteurs ou les maîtres d'œuvre et les promoteurs, c'est quoi? Alors en construction neuve, en règle générale, il y a 3 procédures par immeuble neuf. Il y a dans l'année de garantie de parfaitation parce qu'il y a tout un tas de trucs qui sont pas repris et qui sont apparus. Donc il y a souvent le procès 1. Le procès 2, c'est vers 5, 7 ans quand il y a tout un tas de trucs qui sont apparus.
Et le procès 3, c'est la fin de décennale. Donc là, quand on arrive au bout des 10 ans, souvent quand on est en copropriété, les syndics font ce qu'ils appellent des revues de décennale. Donc ils font passer un expert et ils passent en revue tous les désordres et ils essayent de le faire prendre en charge par les constructeurs, les promoteurs et les assureurs. Donc c'est ce que je vois, c'est tout un tas de désordres dans le neuf. Puis après, il y a tous les accidents de chantier, les glissements de terrain, toutes ces choses magnifiques. D'accord. Ouais, d'accord. Il y a, là, on parle de litiges, mais ils sont spécifiques à chaque situation. En fait, il n'y a pas réellement des choses. À part, tu parlais de l'incendie et des dégâts des eaux, ça c'est un peu le cas classique. Mais sinon, tu dois avoir des cas très très différents en fait les uns des autres, non? Il peut tout se passer, ouais, dans le neuf. Après, revient souvent des problèmes thermiques, des problèmes acoustiques, des fissures, beaucoup, le gros œuvre fissures, s'ils sont allés trop vite, s'ils ont rajouté de l'eau dans le béton quand ils ont coulé. Il y a des fissures, il y a beaucoup de fissures dans le neuf. Bon, après, c'est souvent des fissures esthétiques. En fait, il suffit ça se répare facilement. Ça inquiète beaucoup les particuliers. C'est comme dans les parkings, il y a très souvent des infiltrations. Ça fait partie du lot dans le neuf et ça, les gens ne le supportent pas. Alors que souvent, ça fait partie de ce qu'il faut supporter dans le neuf. Ok. Tu parlais des fins décennales, ça semble quand même le truc un peu opportuniste, non? Un peu. C'est quoi là le taux de conversion de gens qui attaquent finalement pour obtenir des dédommagements de la part du constructeur? Bah, si c'est fondé, toutes les demandes aboutissent, hein. Mais après, en décennale, il faut vraiment que ce soit des dommages qui soient suffisamment graves. Donc, c'est quand il y a une atteinte à la sécurité des personnes, quand il y a une atteinte à la solidité ou à l'habitabilité. Donc, des infiltrations d'eau, des défauts d'isolation thermique, un garde-corps qui devient, qui bouge. Enfin, voilà. Donc, c'est les désordres les plus graves, quoi. D'accord. Donc là, on a balayé un petit peu, grossièrement, l'assurance construction. Tu parlais des risques professionnels. Tu fais plus cette activité-là, forcément. Alors, les risques professionnels, moi, je le fais du côté, du promoteur des boîtes de BTP, et du côté du marchand de biens. Mais finalement, les marchands de biens, il n'y a pas trop de contentieux encore, hein. J'ai plus saisi de contentieux en vente-IMO. Voilà, mais les marchands de biens n'ont tant que ça de contentieux sur des vices cachés et pourtant ils n'ont pas bonne réputation dans le public, hein. On voit constamment des remarques très désagréables sur le métier parce que peut-être avant, j'en sais rien, ou encore aujourd'hui, certains ont abusé, je sais pas, du métier en faisant du cache-misère. Enfin, on en a vu, mais c'est pas ce que font la majorité des marchands de biens. Donc moi je défends devant les tribunaux le rôle du marchand de biens et c'est vrai qu'on lui casse du sucre mais c'est immédiat. Les experts, les syndics, j'ai fait une expertise il y a encore pas longtemps où j'étais pour la copro et c'était un marchand de biens qui avait fait l'opération et le syndic me dit je déteste les marchands de biens. Je dis ça tombe mal parce que moi je les aime bien. On va bien s'entendre. Voilà, faut pas stigmatiser, les marchands de biens. En l'occurrence, ce marchand avait fait faire des travaux. Ils avaient oublié de mettre une ventilation dans les combles qu'ils avaient doublés parce qu'ils avaient récupéré de la hauteur. Et alors, ça fait partie des risques. Ça va être réparé par l'entreprise qui a fait les travaux. C'est pas une raison pour détester le marchand de biens. Ouais, non, c'est plus dans le registre de l'idéologie ou de l'image plutôt que du techniquement qu'est-ce qui a été ou pas été fait de part et d'autre. Moi, je reçois des assignations contre les marchands où j'en ai reçu il y a encore pas très longtemps où Monsieur Machin, entre parenthèses, marchand de biens professionnel. Fermez la parenthèse. Pour expliquer pourquoi il a fait une... Égal ce salaud. Oui, voilà, Et pour autant, c'est vrai qu'on entend pas mal parler pas mal d'investisseurs. Il y a une sorte de vague quand même d'attrait, on va dire un peu nouveau depuis 1 an, 2 ans sur cette activité marchande, notamment parce que, en fait, quand on arrive en investimo, qu'on a commencé à dépasser un peu le plafond d'endettement, voilà, on se dit on va dire la voie qu'on pourrait imaginer facile parce qu'elle est moins régulée. On se dit voilà, je vais passer marchand, je vais faire des opérations achat-revente. Et
On va dire le pendant de ça, c'est que si tu vas un petit peu tout seul comme ça, tu peux t'exposer peut-être à des risques auxquels les gens sont pas forcément très très conscients. Tu disais que t'avais pas connu beaucoup de litiges, mais est-ce que tu vois des risques ou des expositions auxquelles les nouveaux marchands devraient faire attention quand même avant de se lancer dans cette activité? Alors c'est vrai que je l'ai vu aussi puisque moi j'avais commencé beaucoup à travailler pour les investisseurs au départ. C'est vrai que moi je suis arrivée, on va dire, dans ce avec cette clientèle-là parce que je voulais investir, ce que je n'ai toujours pas réussi à faire au bout de 2 ans, mais je vais y arriver. Parce que j'avais fait une formation moi-même pour investir, parce que j'adore l'immobilier, voilà, c'est une passion familiale, donc j'avais envie de me lancer dans la création d'un complément de patrimoine et un complément de revenu éventuellement, mais c'était pas forcément l'objectif. C'est plus pour vraiment la passion du qu'est-ce que je vais trouver comme bonne affaire, comment je vais la transformer. Voilà, enfin moi je partage ce goût-là de la création de l'investissement en général et de l'achat immobilier, quoi. Donc j'avais fait la formation de Christopher Wangen et j'ai dit c'est pas ça pour la vendre, c'est juste que sur le marché il y en a quelques-unes et voilà, je pense qu'elle était alors je l'ai fait il y a 2 ans, un peu plus de 2 ans même, et donc ça me donnait une bonne base pour démarrer, et j'avais rencontré dans ce cadre-là des investisseurs et donc ils m'avaient un peu questionné, mais les investisseurs consultent pas beaucoup les avocats. Mais en tout cas, pour ceux que j'ai suivis et ceux avec lesquels je suis toujours en lien parce que je m'intéresse toujours à ce qu'ils font, puisque eux, y vont, il y en a pas mal qui sont devenus marchands. Et effectivement, il y a beaucoup d'investisseurs qui, quand ils atteignent leur plafond au niveau des banques, se disent je vais faire marchand. Et c'est d'ailleurs aussi, on voit aussi fleurir tout un tas de formations pour les marchands, disant investisseur, ça rapporte 100 euros de cash flow et puis c'est tout un tas d'enquiquinnements. Alors qu'avec moi, je vais t'apprendre à être marchand et tu vas dégager de la marge hyper facilement. Je dis pas que les formations comme ça sont mauvaises, je les ai pas essayées, mais c'est vrai que marchand, c'est un vrai métier. Il y a des vrais risques. D'abord dans la faisabilité des opérations, la rentabilité des opérations. Donc ça, il y a un aspect économique sur lequel il faut vraiment se former. Il faut des connaissances en matière d'urbanisme. Alors moi, ça me paraît un peu complexe. Il y a des précautions à prendre, sinon l'opération est complètement plantée. Et puis surtout, le marchand, il fait de l'achat-revente et à la revente, il rajoute une garantie qui est juste énorme. Hein, c'est la garantie des vices cachés. Parce que pour le particulier, les notaires sortent cette garantie des vices cachés des actes de vente. C'est devenu totalement entré dans les mœurs chez les notaires. Ils le notent même maintenant de manière systématique sans se demander vraiment si le vendeur est professionnel ou pas de l'immobilier. Et en réalité, la différence, elle est colossale. C'est-à-dire que le marchand de biens, il met sur ce bien, dans l'état dans lequel il se trouvait, une garantie sur tout. C'est-à-dire que tout sauf ce qui est apparent, il en est garant. Même de la mérule coincée dans les cloisons, même un vice du sol que personne n'avait vu. Donc pour ça, il faut une assurance. Donc c'est pas plus que ça a pas plus d'incidence que ça. Il faut juste savoir qu'il y a peut-être des procédures derrière qui vont être faites ou des demandes par les acquéreurs et qu'il faut se couvrir par ces assurances, par cette assurance professionnelle, marchand de biens. Alors je sais pas quel est son coût, si c'est très onéreux. Je suis pas certaine que ce soit très cher, mais en tout cas il faut le savoir. Et en fait, il y a beaucoup d'investisseurs qui se lancent dans l'activité de marchand de biens en prenant des conseils au niveau de la fiscalité. Mais ils oublient parfois un peu le reste et notamment de souscrire cette assurance. Il y a pas mal de professionnels qui sont pas assurés d'une manière générale et quand je les ai au téléphone, je leur dis: «Mais vous avez une assurance?» «Non». «Pourquoi?» Voilà, parce qu'en fait, c'est important un peu. Voilà, et c'est pareil, dans le milieu de la construction. J'avais l'autre jour un architecte d'intérieur décorateur qui ne faisait pas la différence entre les 2 missions et qui n'avait, alors je lui disais: c'est pas l'obligation de souscrire une décennale. On va faire un contrat où vous limitez votre mission à autre chose que toutes les missions qui relèvent de la garantie décennale. Mais par contre, en tant que décorateur, il vous faut quand même une assurance parce que le décorateur, il prend aussi des risques et il peut mettre le feu. Moi, j'avais eu le cas avec une décoratrice. Et donc il me dit: «Oui, oui, mais je suis assuré, enfin je vais vérifier». Et puis il me rappelle, il me dit: «En fait, je suis pas assuré». Voilà, c'est ça le risque en tout cas dans ce passage investisseur à marchand de biens. Il faut être assuré, puis il faut
voilà, un petit peu s'entourer. Et encore, je dis certainement pas tout du métier, mais c'est en tout cas un vrai métier. Ouais. Parce que quand on parle de vice caché, on pense quand même le champ des possibles est assez énorme, comme tu dis. Il y a Merull, il y a autre. Mais d'ailleurs, enfin, je sais pas si tu as connu des cas de vice caché qui ont été révélés, qui ont pénalisé un marchand. Dans les cas que tu as vu ce genre de choses arriver, ça t'est arrivé, ouais. Bah, ouais, tout ce qui peut arriver. La Mérule, par exemple, dans les cloisons, j'ai un dossier comme ça. C'était dans le Nord, en Normandie. Et effectivement, le pauvre marchand, il a fallu dégarnir tout parce que ça avait tout envahi. Et donc, ça relevait de sa garantie de vendeur. Voilà, et à peu près tous les vices de, de l'immeuble, quoi, le défaut de ventilation, etc. En fait, il est garant de tout ça, de tout ce que l'acquéreur profane ne voit pas. En Et fait. quand bien même le marchand a son assurance, il retombe après ensuite sur l'application en cas d'événements comme ça, de pouvoir appliquer à la lettre ce pourquoi il a souscrit son assurance. On revient à ce qu'on discutait tout à l'heure, qui est pas forcément évident, quoi. C'est ça, et donc c'est ce qui est stupéfiant, c'est parfois de découvrir qu'en fait on n'est pas très bien assuré. Alors moi j'ai un cas très concret et assez dramatique, et c'est pour ça que j'alerte mes marchands depuis là-dessus. C'est que en juin 2021, il y a 2 immeubles qui sont effondrés dans Bordeaux. Et donc moi je défends 4 copropriétés et l'association des victimes, ils sont à peu près 150 dans ce dossier. Et l'origine est encore en cours d'expertise, et je vais bien me garder de commenter dans ce podcast l'origine, sinon je vais me faire taper dessus. Mais ce qui ressort des pièces du dossier, et ça on peut en parler parce que ce sont des éléments publics, c'est que c'est une opération de marchand qui est à l'origine de cette catastrophe qui a failli coûter la vie à 9 personnes qui se trouvaient dans l'un des 2 immeubles, qui s'en sont miraculeusement sortis. Et ce marchand a découvert à cette occasion qu'il n'avait pas d'assurance pour ce qu'il faisait. C'est-à-dire qu'il avait une assurance responsabilité civile marchand de biens rénovateur. Donc, il était couvert pour les opérations d'achat, revente, rénovation. Sauf que dans son cas, la rénovation, ça consistait à restructurer, à remettre en état la structure qui était vraiment assez vétuste, quoi. Voire, elle allait tomber. Hein. Bon, bref, ça c'est encore un autre sujet. Et donc, son assureur refuse de le garantir. Parce que il lui a dit, mais non, vous avez touché à la structure, et moi, il est bien écrit dans ma police marchand de biens rénovation, vous ne devez pas toucher à la structure. Donc, il se retrouve sans assureur sur un sinistre majeur qui va le suivre jusqu'à la fin de ses jours. Voilà, c'est parfois assez subtil, et il est marchand depuis toute sa vie. Hein. Il fait plein d'opérations et il n'avait jamais eu connaissance de ça. Ouais, donc les conséquences, là, effectivement, sont très, 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 très pesantes, quoi, pour la fin de sa carrière, en tout cas. Ouais, donc faut faire super gaffe à ce genre de choses. Un autre pan aussi de litige potentiel sur lequel je voulais t'interroger aussi et voir ton opinion, c'est sur la partie justement que tu as pris récemment sur la transaction immobilière et savoir en fait quels étaient les points de contact entre le droit et ce genre de transaction immobilière. Donc c'est de l'achat-revente typiquement ou C'est de l'achat-revente, c'est essentiellement l'activité de marchand, mais pas que. Je défends aussi un certain nombre de particuliers qui se retrouvent. Donc les sujets de litige, c'est très souvent la découverte de vices cachés. Alors dans les vices cachés, il y a beaucoup de choses. Il n'y a pas que la garantie des vices cachés. Il y a aussi tout ce qui relève de l'obligation de délivrance conforme. Alors par exemple, j'ai un dossier où on a vendu des combles aménageables à une personne. Et en fait, il s'aperçoit en voulant aménager les combles qu'il faut renforcer tout le plancher et toute la structure de la charpente. Donc ça fait juste que doubler son projet, qui du coup devient pas du tout rentable. Donc ça, c'est que le bien n'est pas conforme à la description qui en était faite quand il l'a acheté. Donc c'est considéré comme une sorte de vice caché, sauf que ça relève d'un autre régime juridique. Il y a aussi tout ce qui relève de l'obligation d'information du vendeur. Donc tout ce qu'il va cacher, qui peut entraîner la nullité du contrat. Donc là, on passe dans ce fondement de tout ce qu'on appelle le dol, ou donne lieu à des dommages et intérêts si ce qui a été caché était vraiment important. Voilà, donc c'est tout ce contentieux-là. quand tu parles du coup sur le premier cas
de vice caché, il y a, comme c'était pour le cas d'un marchand, où il y aura une responsabilité réelle, hein, parce que si on est d'accord, si c'est un particulier, il n'y a pas de responsabilité dans la vente. C'est ça la technicité, enfin la particularité de cet exemple-là que tu donnais. Sur le vice caché, ce qui est sûr, c'est que le particulier, pour la garantie des vices cachés, donc c'est l'article 1641 du Code civil, pardon d'être un peu précise, le particulier n'est pas tenu à ça. Par contre, il est tenu à l'obligation de délivrance conforme. Donc, si je te vends des combles aménageables, j'ai intérêt à vérifier, moi, qu'ils sont bien aménageables. Alors, aménageable, il y a tout un débat. Est-ce que je peux faire, c'est quoi? C'est juste des sanitaires ou est-ce que ça comprend, évidemment, en défense, le vendeur me dit, mais c'est aménageable. Il suffit juste de refaire le plancher et la structure. Mais c'est aménageable. Non, ça a déjà été plaidé, ça a déjà été jugé. Et la Cour de cassation nous dit bien que ce qu'on entend par aménageable, c'est poser des petites cloisons, des sanitaires, mais c'est certainement pas renforcer toute la structure. Donc là, c'est considéré comme, t'as aménagé, aménageable et non aménageable. Donc c'est considéré comme non aménageable. Donc il aurait dû vendre les combles comme non aménageables en fait. Donc un grenier, sauf à obtenir l'accord de la copro pour renforcer la structure et à ce que l'acquéreur soit intéressé par le projet avec tous ces travaux-là à faire. Mais en tout cas, il faut être vigilant parce qu'il y a beaucoup de combles à vendre et personne ne vérifie. Enfin là, tout le monde est passé à côté de ça. L'agent immobilier a une responsabilité. Moi, je l'ai mis en cause dans ce dossier parce alors l'agent immobilier, c'est un professionnel de l'immobilier et pas de la construction. Mais donc il y a déjà eu le cas à juger aussi. Et la Cour de cassation a retenu que l'agent immobilier a sa responsabilité quand il vend quelque chose qui n'est pas conforme à ce qu'il a décrit dans son offre de vente, et notamment sur les combles aménageables. Même s'il n'est pas technicien de la construction, il aurait dû s'entourer des professionnels qui auraient donné un avis sur la faisabilité d'un projet d'aménagement sans renfort de la structure. Ok. Donc là, finalement, les conséquences, c'est que il y a effectivement les combles ne sont pas aménageables, donc le produit est pas conforme à ce qui avait été vendu, enfin affiché. Les conséquences directes, c'est est-ce que ça donne une porte de sortie à l'acheteur typiquement sur ce genre de choses, en disant bah voilà, c'était pas conforme et je peux sortir. Ouais, il y a deux solutions. Soit il sort de la vente, soit il demande l'indemnisation. Donc moi j'y vais un peu fort. Je demande la totalité des travaux et il y a un débat entre nous, mais en tout cas le vendeur est pas totalement opposé à l'idée d'indemniser mon client parce qu'il se rend bien compte qu'il y a un loupé quelque part. Voilà, et ça le particulier est tenu à tout ça. Il y a un arrêt assez intéressant qui vient d'être rendu sur les algues sargasses. Je sais pas si tu vois ce que c'est, Paco, les algues sargasses. Tu vas pas trop dans les Caraïbes alors? Si pourtant, c'est ça, c'est les algues qu'on voit de plus en plus. Ouais. Les algues rouges qui sentent extrêmement mauvais, qui touchent la Martinique et la Guadeloupe. Et en fait, elles viennent s'échouer. Et je sais plus à quoi c'est dû, un changement de courant, je sais plus, j'avais regardé. Bref, elles viennent s'échouer sur la plage en tonnes. Et en fait, elles pourrissent. Ça dégage une odeur d'œuf pourri. C'est insoutenable. Moi, je suis allée en Guadeloupe. Ça a ruiné tes vacances. C'est insoutenable. Franchement, c'est insoutenable. Bah, c'est vrai que c'est un vrai problème, surtout quand t'es avec des enfants qui juste manquent de tourner de l'œil à l'odeur, quoi. C'est voilà. Et donc il y a eu un contentieux avec une dame qui a vendu une maison en Martinique et qui n'a pas dit à l'acheteuse, qui était de métropole, qu'il y avait des algues sargasses sur la plage juste à côté. Et pourtant, l'acquéreur avait dit, vous êtes sûr, il n'y a pas d'algues sargasses, il n'y en a pas, vous êtes sûr, c'est vraiment hyper important pour moi, etc. Et elle avait fait semblant de pas comprendre, je crois qu'elle avait même répondu, non, il n'y en a pas. Évidemment, elle arrive, elle découvre qu'il y en a partout, et donc elle a pu faire annuler la vente. Voilà, et elle l'a fait annuler sur le dol et le défaut d'information. Donc, ça fait partie de ce qu'on appelle les vices cachés, mais en fait, les vices cachés, ça recoupe plusieurs fondements juridiques. Et là, elle a eu la nullité sur ces deux fondements-là, alors qu'elle s'était fait débouter en cours d'appel. Donc attention, petit message pour ceux qui nous écoutent, qui ont ce problème-là. Mais ça interroge aussi sur, du coup, tous les vices cachés qui concernent l'environnement de la maison. Tu vois, ça peut aller jusque là. C'est un environnement désagréable qu'on cache. Ben, ça peut aller jusqu'à la nullité de la vente et la restitution du prix pour l'acquéreur avec des dommages et intérêts s'il y a des préjudices en parallèle. Si on cache les choses, voilà. Donc Ok, ouais, donc ça donne encore une porte sortie quand même pour qui est de l'autre côté du deal, c'est-à-dire qui cherchait à acheter et qui ne voulait pas se retrouver avec quelque chose comme ça, qui pouvait pas rentabiliser, quoi. Ok.
Il y a d'autres cas peut-être de possibilités encore une fois pour l'acheteur. Après, là, on parle, j'imagine, une fois qu'il est titré, hein, donc après l'acte authentique, on n'est pas sur le compromis. Hein, c'est vraiment une fois qu'il est titré, qu'il se rend compte qu'il veut sortir alors qu'il pourrait pas parce qu'il a déjà signé l'acte authentique, c'est ça? Bah, ça dépend de la situation, mais en général, voilà, c'est tout ce qu'on découvre après la vente. Il y a plusieurs fondements juridiques, donc la garantie des vices cachés, le DOL, l'obligation d'information. Il y en a un quatrième qui m'échappe, que j'ai vu dans le dossier de cette dame que j'ai reposé, que j'ai noté. Tu veux que je regarde? Tiens, elle est là. Madame A. J'ai fait une petite consultation où elle a des vices cachés partout. Ah oui, en plus, le vendeur était maître d'ouvrage vendeur. Donc, elle a en plus les garanties légales des constructeurs, 1792 et suivants. Maintenant que l'on connaît les risques auxquels s'exposent les marchands de biens, Sylvie nous parle dans un instant d'une autre situation de litige potentiel qui peut être aussi une opportunité, la vente forcée. Elle nous conseille ensuite sur la démarche à suivre quand on fait face à des abandons de chantier et nous met en garde sur les pratiques frauduleuses de certains formateurs en investissement immobilier dans lesquels il ne faut pas tomber. À tout de suite. Par les temps qui courent, la préoccupation numéro 1 de l'investisseur immobilier est de savoir si la banque va continuer à pouvoir l'accompagner et financer ses projets. Et la recherche de financement bancaire devient du coup une compétence de plus en plus critique. 2 anciens banquiers expérimentés, dont l'un Christophe Allais était notre invité sur l'épisode 52, viennent de lancer une offre de formation en ligne pour t'aider à professionnaliser ton approche auprès des banques et mettre toutes les chances de ton côté. Ça s'appelle Mission Crédit Illimité. Tu y trouveras des modules vidéo explicatifs sur la préparation d'un dossier de financement, les attentes du banquier ou les manières de contourner un taux d'endettement élevé. Un module dédié à l'activité marchand de biens sera aussi inclus dans le programme d'ici la fin du mois. Et la formation comprend un rendez-vous personnalisé pour t'aider à monter ton propre dossier et le présenter comme un pro à ton banquier. Alors si tu cherches à enchaîner les investissements immobiliers et que la partie financement te bloque ou te fait peur, tu devrais y jeter un coup d'œil. Il y a une réduction de 25% sur le prix de la formation si tu mentionnes le code promo PACO25. L'offre est valable jusqu'au 15 novembre et disponible sur le site investisseur40.com/TBAD comme ton banquier à domicile. Et est-ce qu'il y a des possibilités, alors à une situation inverse là pour le coup, où on veut pas sortir d'une vente sur laquelle on a été lésé, mais au contraire on veut conserver une vente pour laquelle le vendeur s'était engagé et peut-être veut se rétracter notamment. Quand tu veux t'opposer à la demande de nullité de la vente? Oui, c'est ça. Par C'est exemple, ça? si tu veux, typiquement, tu trouves une belle affaire, tu l'achètes très bien. Le vendeur, je sais pas d'ailleurs si c'est possible, mais se rend compte peut-être ou a d'autres offres et finalement, il recule. Il a signé, il a peut-être contresigné une offre, enfin ton offre ou peut-être pas d'ailleurs, mais et toi, tu voudrais que la vente se fasse avec toi. Vous avez eu un accord et puis après il s'est rétracté. Est-ce qu'il y a possibilité de maintenir tu vois, cet accord préalable quand même et de faire valoir son droit pour que la transaction se fasse aux conditions qui avaient été données entre nous au départ. D'accord. Ouais. Alors là, effectivement, tu parles du contentieux de la vente forcée. Donc moi, j'en ai beaucoup fait, effectivement. C'est le cas où il y a une offre de vente ou une offre d'achat et en face une acceptation de l'offre sans condition ni réserve. Parce que s'il y a des conditions ou des réserves sur l'offre qui est faite, c'est une nouvelle offre. Donc on reste sur les pourparlers. Donc les pourparlers en droit français, c'est quand on n'a pas encore défini vraiment un accord ferme sur l'essentiel du contrat. Donc en vente IMO, c'est la chose et le prix. Une fois qu'en revanche, il y a vraiment une offre et une acceptation sur l'essentiel du contrat, le contrat est formé. Donc ça, c'est inscrit dans le code civil. Je te passe l'article, sinon je te le cite. On le mettra dans les notes. Article 1583 du code civil. Donc ça forme la vente. Donc effectivement, on ne peut pas se rétracter. Et il y a beaucoup de cas où essentiellement le vendeur considère qu'à tout moment il peut se rétracter tant qu'il n'a pas signé de compromis. Encore que même certains pensent pouvoir se rétracter après signature du compromis. Il y a plusieurs motifs pour ces rétractations et il faut toujours aller chercher le pourquoi. Parce que moi, j'essaye avant tout de rattraper les ventes à l'amiable. Et vraiment très exceptionnellement ou à la marge par voie judiciaire. Donc à l'amiable, on va chercher le pourquoi. Souvent, c'est une question de prix.
Finalement, il regrette, il s'est trompé sur le prix. Alors, en droit français, il n'y a pas d'erreur sur le prix. Vous fixez un prix, c'est trop tard. Vous faites une offre, mais je le dis parce que il y a la jurisprudence là-dessus, vous faites une offre de vente sur le Bon Coin, vous mettez 1 000 € au lieu de 100 000 par erreur. Si c'est accepté, ça vaut vente. Donc, Waouh. parce qu'il n'y a pas d'intermédiaire. Quand il y a un intermédiaire IMO, ça retarde parce qu'en fait, vous faites une offre de vente par cet intermédiaire immobilier et puis vous l'acceptez par cet agent immobilier, mais tant qu'il n'y a pas de retour, en fait, l'agent immobilier va vous dire faites-moi une offre d'achat. Voilà, c'est ça la différence. Il a le mandat de vente, il publie ça et puis il demande une offre d'achat. Tant qu'elle n'est pas acceptée, le contrat n'est pas formé. Donc son client peut à tout moment arbitrer, attendre une meilleure offre, etc. Il n'est pas lié. Une offre sur le Bon Coin, c'est pas pareil. Il n'y a pas d'intermédiaire. Donc là, vous êtes sur une offre de vente. Du coup, il n'y a plus qu'à l'accepter. Et si vous l'acceptez, le contrat est formé. Alors attends, parce que là, ça me fait un peu tourner la tête tout ça. Non, mais ça, parce que j'en ai vu moi des trucs un peu où il y a une erreur tout simplement, une erreur d'un chiffre quoi, tu vois, sur un voilà, il y a beaucoup de gens qui regardent une annonce sur le Bon Coin un peu par-dessus la jambe quoi, tu vois, et qui font voilà, je vends ça et ils veulent dire 100 000 €, ils mettent 10 000, ils appuient sur c'est parti, j'envoie déposer mon annonce. Et quand tu parles d'acceptation qui te donnerait le droit en principe de faire le deal, voilà, de l'acheter à 6 000, c'est une réponse sur la messagerie du Le Bon Coin, c'est de ça dont tu parles? Oui, ça suffit. Oui, d'accord. Parce qu'en fait, c'est une offre de vente. Et si elle est suffisamment précise, hein. Alors il y a une jurisprudence comme ça qui dit une fois il y avait une offre de vente d'un bien et la personne a accepté en disant donc j'achète bien la maison à côté de la boulangerie. Bon bah ça la Cour de cassation a dit non, c'est pas assez précis, ça va pas ça monsieur. Donc ça n'a pas fonctionné. Mais presque, mince. Bon, si tu es en campagne, hein, voilà. Mais non, dans le cas de Le Bon Coin, oui, si l'offre est assez précise sur le bien, sur le prix, il s'est trompé sur le prix. Il n'y a pas d'erreur en droit français sur le prix. Voilà. Et il n'y a pas d'obligation d'information sur le prix, sur la valeur. Voilà. C'est le prix, c'est vraiment le nerf de la guerre, et c'est de la responsabilité de chacun. Donc, on ne peut pas se faire de procès sur, mais finalement, je vous l'ai pas vendu au bon prix, et moi, vous me l'avez vendu trop cher, ça marche pas. On peut pas remettre en cause ce qui a été convenu au niveau du prix. Donc, une offre sur Le Bon Coin, ça engage définitivement le vendeur. Et si elle est acceptée, Okay. c'est bingo. Si Je pense que je vais revoir mes filtres de recherche maintenant sur beaucoup plus large. Et alors, tu parlais quand même, si c'est intermédiaire et qu'il n'y a pas de promesse de vente, de compromis signé, qu'il y a une offre donc contre-signée, là par contre, la rétractation du vendeur est quand même possible dans ce cas-là. Non, une offre une offre d'achat qui est acceptée par le vendeur, sans condition ni réserve, c'est toujours ça. S'il rajoute quelque chose, il refait une offre. Donc ça n'a pas encore conclu le contrat. S'il l'accepte en signant ou simplement en retournant le mail en disant j'accepte ou bon pour accord, il n'y a pas vraiment de formalisme. En tout cas, il faut que son acceptation soit manifestée. Le contrat est formé. Donc non, il ne peut pas se rétracter. Donc on parlait des motifs tout à l'heure. Souvent il y a un motif de prix. Parfois il y a des querelles familiales. Alors parce qu'en fait la personne a vendu sans vraiment demander l'accord des autres et qu'ils sont alors soit c'est les enfants, c'est pas, ils n'ont pas de droit dessus, mais ils sont pas d'accord parce que c'est une partie de leur patrimoine qui s'envole. Soit il y a des regrets. Alors ça, c'est le plus étonnant, c'est la personne qui vend et en fait, il veut plus du tout vendre. Là, j'en ai eu un avec un vendeur qui a vendu, a trouvé un acquéreur, ils allaient signer le compromis, puis s'est cassé une jambe. Puis s'est retrouvé dans sa maison. Puis en fait, il l'a trouvé vachement bien sa maison. Et il a plus voulu vendre. Donc là, on négocie. Donc j'ai fini par signer en vente forcée parce que c'était un vrai coup de cœur pour mes clients. Ça faisait des mois qu'ils cherchaient la maison de leur rêve, donc c'est des particuliers, c'est pas des professionnels. Et ils m'ont dit non, mais on va pas la laisser passer. Et puis ils venaient de Paris, c'était loin. Enfin voilà. Donc voilà, c'est les trois hypothèses et du coup, on essaie de trouver un terrain d'entente. Souvent, une mise en demeure, moi je fais donc une première mise en demeure qui est vraiment argumentée en droit. Elle fait 6 à 8 pages en fonction du dossier où j'explique vraiment aux gens dans quel cadre légal ils se situent et pourquoi en fait ils sont engagés dans la vente. Et en leur disant, bien évidemment, allez voir votre avocat, parce que déontologiquement, je suis pas là pour leur donner une leçon. Donc, en règle générale, ils vont voir un avocat.
qui confirment que oui, ils sont engagés dans la vente et qu'ils ne peuvent pas se rétracter. Parfois, on a des têtes dures qui refusent d'entendre la réalité. Et donc là, on est obligé d'assigner devant le tribunal en vente forcée. Voilà, et c'est pas très satisfaisant parce que alors, parfois, ça permet de montrer qu'on est déterminé, qu'on va jusqu'au bout. Et donc, ça permet à nouveau de forcer la vente. Et ça marche assez bien. Donc, il faut être patient dans ces cas-là. La personne va finir par se lasser du contentieux et accepter de vendre. Parfois, il y a une renégociation qui se fait. Alors, j'en ai eu un comme ça où vraiment l'acheteuse avait fait une super bonne affaire. Et voilà, on lui a raconté même qu'elle avait abusé de la personne. Bon, c'était tout un truc. Donc, elle avait accepté de remettre un petit peu de prix et elle restait sur une bonne rentabilité parce que c'était pour la mettre en location. Le mettre en location, c'était un immeuble. Voilà. Et puis, finalement, on trouve toujours un terrain d'entente. On finit toujours par se mettre d'accord. Et jusqu'ici, j'ai jamais eu à plaider ce type de dossier. Mais si c'est nécessaire, on demande au tribunal. Alors d'abord, on lui demande de forcer les vendeurs à venir signer la promesse puis l'acte de vente sous astreinte, c'est-à-dire sous peine de 300 € par jour de retard à compter d'une date qu'on a fait fixer par le tribunal. Et si vraiment on constate que tout ça ne fonctionne pas, on demande que le jugement soit équivalent à une vente. Mais moi, je suis pas très favorable à ça parce que les notaires font un travail qui est, à mon avis, indispensable pour s'assurer que la vente est vraiment bien menée. Voilà, il y a tout un tas de vérifications que le juge ne va pas faire quand il va consacrer la vente dans son jugement. Et puis, dans la plupart des cas, la plupart des achats sont conditionnés à un financement. Or, vous pouvez pas vous retrouver du jour au lendemain avec un jugement qui dit voilà, vous êtes propriétaire, il faut payer 1,4 million mais vous n'avez pas votre financement. Donc, dans toutes ces hypothèses-là, c'est pareil quand c'est des opérations de marchand avec des autorisations d'urbanisme à demander, mais qu'on peut pas demander sans avoir le compromis. En fait, on peut pas. On peut que demander la condamnation des vendeurs à être forcés à aller signer les actes devant notaire pour bénéficier du temps entre le compromis et la vente pour faire en fait passer toutes ces conditions suspensives. Parce que sinon, on se prive des conditions suspensives entre le compromis et la vente. Donc, on peut pas toujours le faire. Et quand on peut pas toujours le faire, on va aller négocier une indemnité. Alors c'est pas très satisfaisant, notamment pour les marchands, parce que en fait ils ont bossé pendant parfois très longtemps, à plusieurs, et qu'ils se retrouvent avec une vente qui peut pas aller au bout, et pour laquelle on peut demander qu'une indemnité. Et quand c'est des particuliers, ils comprennent pas qu'on leur demande une somme qui correspond au travail qui a été fait par l'équipe de marchands. Voilà le contexte un peu. Et ça, il y a eu des cas quand même de paiement d'indemnité de la part d'un vendeur sur une. Oui. Alors moi, je demande toujours les 10% qui sont prévus au compromis, ou alors voilà. Et après, c'est à l'arbitrage du juge, c'est-à-dire que cette indemnité, mais même qu'elle corresponde à ce qu'on demande après une offre et une acceptation, ou qu'on soit après compromis, ces 10% qui sont fixés dans le compromis, et c'est la règle en IMO, c'est ces 10% du prix de vente. En fait, c'est pas du tout systématiquement accordé à celui qui est privé de la vente par la faute de l'autre. C'est ce qu'on appelle une clause pénale. Et la clause pénale, en droit français, c'est pas que c'est interdit, mais c'est que c'est le juge qui décide. Donc, on peut pas s'entendre, toi et moi, sur un prix si jamais par ma faute la vente ne se fait pas. C'est ce qu'on met dans tous les compromis, mais en fait, c'est pas vrai. Si jamais tu veux me forcer à payer ces 10%, on va au tribunal. Et c'est le tribunal qui évaluera s'il y a un préjudice ou pas, et le cas échéant, combien il vaut en termes d'indemnité. Voilà. Après, quand il y a une vente qui ne se fait pas par la faute d'une partie, moi je demande toujours les 10% et je tente d'en justifier, ou quand je suis en défense, je massacre la demande en disant que c'est pas justifié. Voilà. Classique. Et alors, dans les cas, dans les faits réellement en pratique, en fait, quel est l'arbitrage qu'on peut faire quand on est dans une situation comme ça où on sent que la vente va pas se faire? À partir de quand? Enfin, tu veux d'essayer de mettre en relation le coût, l'opération, le délai, parce que le temps qu'on passe à une procédure comme ça en tant qu'investisseur ou marchand ou autre,
c'est du temps qu'on passe pas à faire autre chose, tu vois, à construire autre chose et on peut très bien se dire bon allez je laisse tomber, je passe sur autre chose et c'est peut-être plus profitable pour moi, sachant qu'il y a le coût de la procédure, il y a le risque qu'on aille au-delà de forcer le vendeur réticent à signer le bon compromis parce qu'on comprend bien que sinon si ça va après c'est pas terrible, faut pas que ça arrive. Enfin voilà. Dans les faits finalement, quel est le point optimum où il faut se couper un bras, entre guillemets, tu vois, arrêter et puis passer à autre chose. En fait, moi, je suis toujours favorable à au moins aller jusqu'à l'assignation et pas forcément la placer. C'est-à-dire que quand tu fais délivrer l'assignation, donc c'est l'acte que je rédige moi, avocat, je fais délivrer par huissier et j'annonce à la personne qu'on va lui faire un procès pour forcer la vente. En général, ça calme un peu parce que là, on lui explique sur pas mal de pages tout ce qui va se passer, tout ce qu'il va devoir payer. Cette assignation, je suis pas forcée de la placer auprès du tribunal tout de suite, c'est-à-dire de saisir le tribunal. Pour l'instant, c'est qu'un acte que je lui ai fait délivrer. Et donc moi, je continue à négocier une fois que j'ai fait délivrer l'assignation qui marque bien la volonté de mon client d'aller jusqu'au bout. Et souvent, ça marche et j'ai pas besoin de placer l'assignation, donc je vais même pas saisir le tribunal. Parfois, quand on n'arrive pas à se mettre sur un montant, pas d'accord sur un montant, effectivement, je vais placer l'assignation. Donc le tribunal est saisi, donc on a des dates pour conclure, etc., jusqu'au plaidoirie. Là où il faut s'arrêter, en fait, pour répondre à ta question, c'est quand, en fait, on n'arrive pas à faire céder le vendeur et où tu es à peu près sûr que, t'as pas de certitude sur l'obtention de ton financement notamment. Donc là, en général, soit on continue, on tente de les forcer à aller signer, mais tout ça, ça peut représenter effectivement des frais. Alors une procédure comme ça, il faut compter au moins 12 mois. En termes de frais d'avocat, c'est une enveloppe moyenne de 2 000 € hors taxe. Voilà. Alors pour certains marchands et investisseurs, ça pose pas de problème. Ils me disent moi, ça continue son cours, je m'en occupe pas, c'est toi qui t'en occupes. Et ça les dérange pas. Et pour d'autres, c'est un peu une charge mentale, ça les inquiète un peu, donc ils veulent pas aller plus loin, ce que je comprends complètement. Parce qu'on sait jamais, devant les tribunaux, en fonction des tribunaux devant lesquels on est, comment l'affaire va être jugée. Donc il y a quand même un aléa. Et puis comme pour bloquer la vente, on fait publier l'assignation au service de publicité foncière. Alors ça, c'est ce qui embête le plus les vendeurs, c'est-à-dire qu'on leur dit là, vous n'allez plus du tout pouvoir le vendre. Alors pour ceux qui ne voulaient plus vendre, c'est pas un argument, mais pour tous ceux qui voulaient vendre plus cher, ça les embête parce qu'en fait, le notaire, quand il va relever l'état hypothécaire, il va voir qu'il y a cette assignation en vente forcée qui a été engagée. Donc, il voit qu'il y a quelqu'un qui revendique le titre de propriétaire. Du coup, il peut plus passer la vente. Et c'est ça qui embête beaucoup les vendeurs et qui souvent arrive à les convaincre de vendre. Mais il faut faire attention à cet argument, à cette arme-là, je dirais, parce qu'il a été jugé aussi que certains en abusent. Et donc, parfois, il n'y a vraiment pas d'offre et d'acceptation. Alors moi, s'il n'y a pas d'offre et d'acceptation valable, je n'y vais pas. Et je dis à la personne, il faut pas y aller parce que là, vous vous exposez à une condamnation. Et effectivement, celui qui abuse du système à dire je suis propriétaire, je fais une assignation en vente forcée, je la publie au service de publicité foncière, il peut avoir une méchante condamnation en fin de course qui peut aller jusqu'à 20, 30 000 € de dommages et intérêts pour ceux qui ont été empêchés de vendre. Oui, bien sûr. Ça, après, de toute façon, c'est au jugement aussi de du conseil juridique et de l'avocat, typiquement, pour aller en assignation ou pas, en fait, savoir s'il est fondé, quoi. Mais à partir du moment où il est fondé, si je comprends bien, j'entends bien ce que tu dis, cette menace-là, en tout cas, ce risque-là, il est bien dans ta lettre, il est bien dans la lettre d'assignation, je pense. Oui, c'est ça. Et donc l'investisseuse dont je parlais tout à l'heure, elle continuait ses recherches, ses investissements, ça lui posait pas de problème. Elle avait son financement et la certitude de pouvoir le mobiliser même plus tard. Donc elle avait pas de difficulté là-dessus, c'était une bonne affaire. Elle voulait absolument cet immeuble, donc elle m'a dit ça durera ce que ça durera, je m'en fiche. Mais et du coup elle a tenu et tant mieux parce que c'est vrai que pour elle il n'y avait pas de raison d'arrêter la procédure. Elle avait vraiment une très belle offre acceptée. Il y avait un projet de compromis qui avait été envoyé à toutes les parties. C'est simplement les enfants c'était une SCI familiale et le gérant avait vendu à cette investisseuse, qui était très jolie. Alors, c'est ce qu'il disait en défense, qui s'était fait avoir parce que c'était très joli. Mais non, en fait, c'était une killeuse.
Elle avait beau être jolie, c'était une killeuse et elle a décidé d'aller au bout et elle a eu raison parce qu'elle a eu son immeuble et ils ont fini par s'entendre et on n'a pas eu besoin de plaider ce dossier et elle s'en fichait. Voilà, pour elle, c'était pas, ça coûtait ce que ça coûtait. Bon, finalement, c'était pas si cher que ça en termes de frais d'avocat, tu vois. Mais bon, en ce qui me concerne, moi, je permets qu'on paye en plusieurs fois, donc c'était pas tellement ça lui posait pas de problème. Et derrière, elle avait une telle rentabilité que elle avait décidé de pas lâcher son immeuble. Et honnêtement, elle l'aurait eu au bout d'un an ou 15 mois. Et on aurait pu aller jusqu'au bout. Elle a préféré, voilà, verser un petit peu plus pour être sûre d'avoir cet immeuble, mais on aurait pu aller jusqu'au bout. Alors il y a un autre cas auquel je pense en fait où on pense que le droit peut nous être de bon recours également. C'est le cas plus lié aux travaux en fait quand on a des artisans qui travaillent sur les chantiers et qui typiquement l'abandon de chantier en fait. Il peut y avoir des procédures par rapport à ça. Quels sont les recours qu'on peut avoir qu'on peut avoir dans ce cas-là? Alors ça, j'en ai beaucoup effectivement par les investisseurs qui font beaucoup d'achats de ruines, et tant mieux parce qu'ils participent à la rénovation de l'habitat et ça c'est une très bonne chose. Des marchands aussi. Et effectivement, on a un vrai souci avec les artisans. Qui a la solution? Je veux bien la prendre parce que aujourd'hui, il n'y a pas de contrôle quand un artisan ouvre une société, la ferme et l'ouvre sur le trottoir d'en face avec toutes ses casseroles. Donc c'est quelque chose qu'on constate très souvent. La réalité, c'est qu'un avocat ne peut pas faire grand-chose. Et moi, je le dis et ça déçoit parfois, mais quand le maître d'ouvrage, donc quand la personne qui commande les travaux, a trop versé à l'artisan, et c'est souvent la pression qu'il supporte, c'est il faut que tu me verses 50% d'acompte. En réalité, 50%, c'est beaucoup trop. Et puis après, même si c'est pas commencé, il faut reverser à chaque fois. Si tu veux que je revienne, il faut que tu me verses. Là, j'ai un petit souci, mais ça va revenir, etc., etc. On les fait traîner comme ça. Quand vous avez trop versé, moi, j'ai pas de miracle pour aller chercher l'argent qui a été trop versé. Ce qu'il faut faire, et moi, c'est ce que je propose quand on me saisit de contentieux comme ça, c'est de résilier, donc de faire partir dans les formes requises par le Code civil, parce qu'il y a une procédure en fait pour mettre fin à un marché de travaux. De mettre fin à ce marché de travaux, donc de mettre dehors l'artisan dans les règles pour poursuivre avec une autre. L'objectif, en fait, c'est d'arrêter ce temps qui passe, ces pertes locatives, ces pertes d'exploitation et ce boulet de chantier qui n'en finit plus. Et pour ça, en réalité, la preuve parfaite en droit français, c'est l'expertise judiciaire. Bon, alors, qu'est-ce que c'est l'expertise judiciaire? C'est demander à un expert du tribunal, qui est l'œil technique du tribunal, d'aller sur le chantier, de voir quel est l'état d'avancement du chantier, 25, 30, 50%, alors que le maître d'ouvrage a payé 90, donc on lui doit 40%, et de dire s'il y a des malfaçons pour voir quel coût représentent ces malfaçons par une autre entreprise. Et ça, ce sera aussi à la charge de l'artisan dont on va résilier le marché. Mais tout ça, ça prend au moins 2 ans. Et le problème, c'est que c'est pas compatible avec la vie des gens, ceux qui vivent dans le chantier. C'est pas compatible avec la vie de l'investisseur qui va bouffer son différé, qu'il a eu du mal à négocier avec cette expertise. Et c'est pas compatible avec la vie d'un marchand de biens qui veut revendre tout de suite, sinon il perd tout un tas d'avantages. Et là, tu t'y connais mieux que moi. Donc moi, ce que je propose, c'est de constituer une preuve qui n'est pas parfaite, mais qui vaut ce qui vaut et qui peut fonctionner et qui a fonctionné dans un dossier, qui est donc de résilier le marché, de convoquer l'entreprise à un constat contradictoire, avec l'expert de son choix et avec un huissier. Comme ça, on a une photo du chantier au moment où on change d'artisan, et puis on peut bâtir ensemble un décompte de résiliation. Alors, parfois, l'artisan est venu et a dit écoute, c'est un soulagement, j'en veux plus de ce chantier, et puis ton avocate, elle m'écrit trop, j'en peux plus. Allez, je te fais un chèque. Donc ça marche. Parfois, l'artisan ne veut pas payer ce qu'on a calculé, parce qu'il est même pas venu, etc. Et là, on va essayer d'obtenir sa condamnation. Alors ça marche pas toujours, parce que c'est pas une expertise judiciaire. Mais parfois ça fonctionne. Et en tout cas, c'est en réalité la seule chose qu'on peut faire. Moi, je déconseille
Voilà, j'ai vu quand je défendais des constructeurs, des confrères lancer des expertises judiciaires, aller jusque devant la cour d'appel, alors qu'il n'y a pas d'assurance derrière en fait. Un abandon de chantier, c'est l'entreprise seule qui fait face à cet abandon. Il n'y a aucune assurance qui peut être mobilisée. La DO, on oublie. Les décennales, on oublie. Donc l'entreprise, en réalité, elle va très très certainement disparaître, partir en liquidation judiciaire. Donc ça sert à rien de faire dépenser des honoraires d'avocat à un maître d'ouvrage qui fait face à une entreprise qui va très certainement disparaître et qui ne pourra jamais faire face aux condamnations qu'on aura. Moi, je l'ai fait une fois, voilà, parce que l'enjeu était colossal. On a obtenu une belle condamnation avec la procédure que j'ai décrite, mais on n'a jamais pu la faire exécuter parce que l'entrepreneur avait organisé son insolvabilité. Donc, il y avait plus que 8 euros sur les comptes. Donc, pour une condamnation à 150 000, ça fait un peu mal, hein. Donc après, la décision, elle est valable 10 ans. On peut revenir. À chaque fois que vous revenez, vous envoyez votre huissier faire une saisie sur compte bancaire et ça coûtait 800 euros chaque saisie. Voilà. Donc il y a la réalité derrière de l'exécution. Et c'est vrai qu'il y a souvent dans l'idée des particuliers l'idée que la justice est là, les avocats vont faire des miracles. Non. Il y a une réalité économique derrière. Et pour ce qui concerne les abandons de chantier, il n'y a que l'entreprise qui peut faire face à ça. En réalité, on perçoit assez vite ce qui va fonctionner en fonction du profil de l'artisan. Si c'est un profil escroc, oubliez. Si c'est un profil d'une entreprise, ça je l'ai vu dans 2-3 fois, en fait c'est des bonnes entreprises, mais là elles ont eu un très mauvais sous-traitant, elles ont eu une surcharge de travail, elles ont eu des problèmes personnels, mais par contre elles tiennent à leur entreprise, elles vont pas la fermer, elles ont plein de chantiers en cours, et du coup ça les aide en fait, qu'on leur libère de ce chantier. Et puis il y en a qui veulent vraiment préserver leur réputation, qui sont sincèrement désolés, mais qui ont un peu de mal à le reconnaître. J'ai fait donc une fois une expertise judiciaire où les malfaçons étaient tellement colossales que la première fois que je voyais des fenêtres posées à l'envers, c'est-à-dire le haut en bas et l'extérieur à l'intérieur, et l'artisan à l'envers, c'était beau. Bon l'artisan il a fallu une réunion avec un expert judiciaire qui mette la lumière sur tout ça. Et on a transigé, il a versé 35 000 euros au maître d'ouvrage après son rapport. Donc voilà, c'est vraiment au cas par cas. Mais en tout cas, la règle d'or, c'est de ne pas s'engager dans des procédures qui servent à rien. Voilà, ça c'est sûr. Faut que ça ait une utilité, quoi. Sinon. Et en amont aussi, j'imagine, enfin, quitte à avoir un risque, autant avoir le risque que l'artisan qui a les reins financièrement solides, qui a jouit d'une bonne réputation sur le marché, nous fasse traîner sur un chantier. On perd un peu de temps, mais voilà. Mais vaut mieux choisir un profil comme ça, solide financièrement, qu'un profil flexible. Il fait mon chantier rapidos, mais en un rien de temps, il peut se mettre en redressement judiciaire et du coup, impossibilité pour moi de recourir à quelque chose. C'est un peu ça, non? Le critère, c'est un peu l'ancienneté. Enfin, moi, je me fie un peu à ça finalement. Quand elles ont 1 ou 2 ans d'existence, 1 ou 2 salariés, 1 500 euros de capital social, ça sent pas super, quoi. Voilà. Puis il y a des vrais escrocs. Enfin, il y a des vrais faux sites internet. Aujourd'hui, les sites internet, c'est génial. On fait ce qu'on veut. On peut prétendre avoir 20 chantiers. Moi, j'en ai eu un comme ça. Il se prétendait restaurateur de pierres anciennes. Il avait mis des chantiers qui n'étaient pas les siens, sans aucun scrupule, et on voyait bien que c'était des marchés publics. Enfin, c'était hallucinant. Donc, avec Internet, avec un beau site Internet, on peut faire croire à plein de choses. Il faut plutôt aller voir. Moi, j'ai pas d'autre source qu'Infogreffe, d'aller voir l'ancienneté, le nombre de salariés et le capital social. À part ces 3 critères-là, si quelqu'un a une meilleure idée ou en a d'autres, je veux bien. Non, c'est un truc vraiment critique là. Je le sens en parlant avec toi encore plus. Finalement, c'est que je me rends compte à quel point c'est critique de bien choisir au démarrage sur ces considérations-là, parce que ça peut vraiment, finalement, te dégoûter complètement de l'investissement parce que après il y a tout l'aspect gérer le relationnel, gérer les intermédiaires. Enfin, c'est comme tu parlais de charge mentale tout à l'heure, c'est vraiment ça. Après, ça devient vraiment la déprime. Les chantiers, ça peut. Ouais, ça. Moi, j'en ai un là où l'investisseur, je lui dis là, je peux plus rien faire, je suis désolée, sauf à partir en expertise judiciaire. Et en plus, son chantier se termine. Enfin, ça a été avec quelques mises en demeure, ça a repris et voilà, c'est pas parfait, mais ça va se terminer.
Et il me dit tout le temps, je crois en vous, c'est vous qui allez me sortir de là, j'en peux plus, il dort plus, et chaque fois je suis désolée pour lui, mais je fais pas de miracle. Et voilà, donc ouais, ça peut être très lourd. Moi, j'ai vu pas mal d'investisseurs être un peu dégoûtés parce que les travaux étaient partis complètement en vrille, et du coup, c'est vrai que quand l'étude de renta est juste, ça peut vite rajouter plusieurs milliers ou dizaines de milliers d'euros, et reporter le cash flow à quelques années, quoi. Tu parlais tout à l'heure, on parlait là de pas faire confiance, pas faire confiance avec Internet, de contentieux, avec des parties, des choses des gens qui doivent mettre une offre en fait qui correspond pas à la réalité. Et un peu sur un thème un peu transversal, je vais t'emmener sur le terrain de la formation en fait à l'immobilier, comme tu as pu le voir, qui a fleuri énormément sur les dernières années, et savoir si tu avais eu toi des points de contact entre le droit et peut-être des gens qui auraient été peut-être lésés, ou des pratiques que tu aurais observées sur ce domaine, ou qui est assez peu régulé finalement, avec un peu n'importe qui. Enfin, maintenant il y a des critères un peu Calliope et autres qui permettent de cadrer les choses, mais ça a été quand même pendant pas mal de temps un gros champ de bataille. Est-ce que tu as eu des choses qui t'ont remonté, qui ont été remontées de ce côté-là? Il y a eu des choses qui m'ont remonté, c'était ta phrase, effectivement. Il y a eu des choses qui m'ont remonté. Ouais, j'ai vu des choses pas belles. Et c'est vrai que je suis pas la seule. Alors après, je parlais de mon secteur bordelais, où je travaille actuellement, et j'en parlais avec un confrère, justement. On voit quand même, alors, effectivement, sur Instagram, etc., tout un tas de gens qui se prétendent formateurs dans l'investissement IMO, dans la renta IMO, surtout dans les investissements locatifs. Là-dedans, il y a effectivement à boire et à manger, il y a du bon, du pas bon. Je pense que tout le monde a expérimenté un petit peu ce marché-là, qui est assez récent. Donc moi, je parlais de Wengen, j'avais fait sa formation à l'époque. Ils étaient pas très nombreux, hein, je crois qu'ils étaient 2 ou 3. Et c'était fin 2019, donc ça fait presque 3 ans. Il faut vraiment que je m'y mette. Et franchement, sa formation, c'était une vingtaine d'heures. C'était une très bonne base pour se lancer. Ça veut pas dire qu'on va pas se planter, ça veut pas dire que tout est parfait, mais enfin, moi, je considère, et encore aujourd'hui, que c'est une base solide, quoi. Et ce que je vois moi, en fait, c'est pas du tout la même chose. Et ce que je peux dénoncer, parce que je l'ai vu effectivement, c'est ces formateurs qui cumulent les casquettes et qui vont à chaque fois prendre une grosse commission. Et ça, à mon avis, c'est absolument pas normal. Donc, c'est ces personnes qui vous vendent d'abord une formation assez chère. Alors, ça peut être sur place, hein, où ils sont une trentaine, il y a une trentaine de participants, et ils font plusieurs heures de formation. Ok, bon, à la limite. Sauf qu'elles sont vendues souvent 3 à 4 fois plus cher que ce qui se fait ailleurs. Et ensuite, la même personne vous dit, maintenant que tu es formé, tu es prêt à acheter ton immeuble de rapport. Et là, j'ai quelques biens à te proposer. Donc en fait, ils sont chasseurs. Et chasseurs égale carte T. Mais ils n'ont pas la carte T. Et donc souvent, ils sont dans un petit réseau ou pas. Hein, ils vous vendent aussi parfois des trucs qui sont pas du tout rentables. Et ils prennent une commission de chasseur. Donc ça fait donc 2 fois que vous les payez. Puis une fois que vous avez votre immeuble de rapport, souvent il est quand même pas jojo, donc il faut faire des travaux. Puis là, ça tombe bien. Ils ont une entreprise de BTP. Voilà. Et donc là, ils vous reprennent une grosse marge sur les travaux. Et ça, moi, j'avoue que je l'ai vu 2 fois à Bordeaux. Donc il doit y en avoir partout. Hein. Ça va pas. Enfin, je veux dire, et souvent les opérations, ça va pas. Et encore, il y en a un des deux auxquels je pense qui faisait des malversations, des faux devis, et l'autre travaillait avec des artisans qui avaient des fausses assurances décennales. Voilà, donc on est sur le top du top. Tout ça avec un marketing Instagram topissime. Hein. C'est-à-dire que même moi, je me dis, je vais gagner plein d'argent sans rien faire dans mon canapé. Donc vraiment, le message que je passe, c'est méfiez-vous. Il y a vraiment beaucoup de poudre aux yeux. Et en tout cas, ce montage-là, où on vous vend une formation, puis un immeuble, en tant que marchand, parce que c'est, en fait, ils ont une ou plusieurs boîtes. Alors tout ça est assez mal ficelé juridiquement, mais ils sont formateurs, marchands et entreprises de BTP. Et à chaque fois, ils prennent une grosse marge sur le couillon qu'ils ont attrapé, parce qu'il n'y a pas d'autre mot. Mais moi, j'ai reçu une personne, c'était un homme, pleurer dans mon bureau. Tellement,
il avait pas vu le truc venir. Tellement il y a une emprise en fait psychologique sur les gens, à la fois par ce marketing qui est bien ficelé et par le discours qu'on leur sert dans ces formations et dans la confiance qu'on leur demande d'accorder et qu'ils accordent. Et ils s'en veulent terriblement parce qu'effectivement, ils ont accordé toute leur confiance, ils ont donné tout leur argent. Et voilà, en l'occurrence, c'était un père de famille qui avait des engagements et il allait mettre quelque temps à s'en remettre financièrement, quoi. Parce que lui, typiquement, il a payé la formation. Enfin, en fait, il avait des dépenses qui étaient trop importantes par rapport à son train de vie, à son budget, mais qui avaient été quand même contractuellement données dès le départ. C'est-à-dire, c'est cher, mais il était d'accord pour les payer. Il avait finalement pas les moyens. Ou est-ce que c'est des plus grave encore, mais c'est ça. Des choses cachées, quoi. Non, il avait les moyens. D'accord. Il avait beaucoup d'argent, suffisamment pour que ça intéresse la personne qui l'a escroqué, parce que pour moi c'est de l'escroquerie. Non, il l'a donné en conscience et en confiance. Mais derrière, en fait, il s'est retrouvé avec un immeuble pas rentable et avec un chantier abandonné. Pourquoi ? Parce qu'en fait, c'était des faux devis faits par un artisan qui n'était pas d'accord, sur lequel il se prenait 30% de marge sans informer l'artisan auquel il sous-traitait le truc. Enfin, faut voir les arnaques que c'est. Et voilà. Et ça, c'est du pénal, en fait. C'est de l'escroquerie. Donc, ce sont des dossiers que je n'ai pas pris parce que ça relève du pénal et que c'est gravissime, en fait, de faire ça. Donc, je les ai envoyés vers un confrère qui est pénaliste. Ouais. Il faudrait des formations pour se former à ne pas succomber à ce genre d'offres. Ouais. Ouais, non, mais c'est intéressant en tout cas de voir d'avoir ce retour, parce que c'est pas souvent qu'on a. Je peux comprendre, c'est pas des choses qu'on clame haut et fort. Regardez comme je me suis fait arnaquer. Donc c'est bien de savoir que c'est l'envers du décor. Ouais. C'est l'envers du décor. Et après, il y a de très bonnes choses. Il y a des gens qui sont sincèrement bien intentionnés, mais qui sont pas très compétents. Et ça, on le découvre après. Dans la chasse de biens, dans l'accompagnement, en fait, c'est pas terrible, mais il n'y a pas de mauvaise intention. Et puis, il y a vraiment ceux qui... Ok, on va garder l'œil. Alors, pas mal de choses à faire attention. Là, on a identifié sur cet entretien. On va ouvrir l'œil et le bon. Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'a pas passé, qu'on n'a pas vu, qui sont importantes un petit peu autour de l'environnement, de l'investissement immobilier, du contentieux, du litige? Écoute, j'ai l'impression qu'on a tout passé en revue, moi. Parfait. Il me reste à te remercier beaucoup. Si on arrive sur la fin de cet épisode, merci beaucoup pour ton temps. Où est-ce que les gens peuvent te retrouver si tu souhaites que les gens te retrouvent? Alors, j'ai un petit blog Instagram qui est encore très amateur, qu'il faut que j'améliore, où le but est vraiment de donner un peu de contenu. À chaque fois que j'ai une réflexion intéressante, je me dis, il faut absolument que je la partage pour les investisseurs, les marchands. Et sur ce petit blog qui s'appelle Sylvie Marcy Avocat, il y a mon site internet qui est pareil, Sylvie Marcy Avocat, et il y a toutes mes coordonnées. Parfait. On mettra tout ça dans les liens de l'épisode pour que les gens puissent converser avec toi. Et c'est un peu l'idée aussi, c'est que ils voient un peu ce que tu fais. Et je pense qu'il y aura beaucoup de gens qui vont te contacter. Il faudra filtrer. Peut-être les deux dont j'ai parlé qui vont se reconnaître. Ouais, c'est ça. Comment tu parles de moi? Ok, ouais. Bon top. Écoute, merci beaucoup Sylvie, c'était super informatif et je te dis à très bientôt. À très bientôt. Salut. Salut. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'a plu. Fais-toi un investisseur un peu mieux informé. Si c'est le cas, n'hésite pas à partager ce podcast avec ton entourage et à lui mettre une évaluation 5 étoiles sur Apple Podcasts ou Podchaser. Ça permet de le faire monter dans les classements et de me donner la motivation pour t'offrir toujours le meilleur contenu. Voilà, merci beaucoup encore pour ton soutien et une très bonne fin de semaine à toi. Ciao.